Bonjour à toutes et tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence. Alors avant de débuter l'exercice, je vous remercie de bien vouloir me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si le son est bon. Super, merci pour vos retours. C'est parfait, on va donc pouvoir continuer. Aujourd'hui, on est plus de 3000 inscrits pour vous dire à quel point le sujet qui nous réunit ce matin, enfin ce midi, est un sujet d'actualité. On va donc ensemble aborder la loi de finances 2025 et surtout sous l'angle de la location meublée. Cette loi de finances, elle a agité le monde de l'investissement locatif ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, on a de la visibilité et c'est ce qu'on va évoquer ensemble. Que se passe-t-il réellement et qu'est-ce qui va impacter nos investisseurs en loueurs en meublé? Rapidement, le temps que tout le monde se connecte, je vous propose, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puisque dans cette webconférence aujourd'hui, nous avons des clients, des partenaires, mais aussi des personnes qui découvrent Amaris. Alors très rapidement, le temps de laisser la connexion et que tout le monde puisse nous rejoindre. Eh bien, Amaris, c'est un cabinet d'expertise comptable, c'est un groupe qui réunit aujourd'hui 600 collaborateurs présents en France et en Belgique. Et on a le plaisir d'accompagner chaque jour plus de 40 000 clients, 600 nouvelles créations d'entreprises, 21 bureaux et plus de 25 métiers au sein du groupe. Mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est notre filiale Amarissimo qui accompagne des loueurs en meublé. Nous sommes leaders sur l'expertise comptable de l'immobilier, notamment par la capacité d'accompagner des loueurs en meublé, mais sous toutes ses formes. Nous accompagnons des LMNP, des LMP, mais également de la para-hôtellerie, de la location mobile, tout, vraiment le meublé dans toutes ses formes. Également, la déclaration de revenus fonciers pour les clients de nos partenaires qui ont investi dans des dispositifs type Pinel, Malraux, Monuments historiques et qui cherchent à sécuriser leur réduction d'impôts. Et comme nous avons des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, eh bien, nous avons la possibilité d'accompagner les constitutions et créations de sociétés qui vont héberger l'immobilier sous la filiale Amarissimo. Donc, des sociétés type SCI, SARL de famille, et de manière vraiment plus à la marge, on pourrait avoir quelques SASU. C'est donc 30 000 clients, près de 30 000 clients qui nous font confiance et 1500 partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui et qui nous recommandent. Donc, merci à vous pour votre confiance. Merci aussi pour votre fidélité. Et donc, aujourd'hui, on va aborder ensemble l'actualité fiscale en 5 points. D'abord, un point qui est indépendant de la loi de finances 2025, mais qui est nécessaire de rappeler, c'est la modification des seuils du micro qui est intervenue depuis l'adoption de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, qui a été donc adoptée en novembre, entrée en vigueur le 21 novembre 2024 précisément, et qui est venue modifier le Code général des impôts, son article 50-0. On va parler de l'intégration des amortissements dans la plus-value depuis la loi de finances. Quel impact pour vous? Comment ça se traite? On va décortiquer ça ensemble. Et enfin, la suppression de la réduction d'impôts avec l'adhésion au centre de gestion agréé, puis les notions de TVA en location saisonnière, où on en est avec ces seuils de franchise. Et enfin, très rapidement, on reviendra sur les filles et les revenus fonciers pour vous indiquer les mesures prises ou non prises. Avant de commencer, quelques fondamentaux. On a aussi des personnes qui ne sont pas encore clients, donc qui ne maîtrisent peut-être pas tous les aspects. Donc, c'est important de repositionner. Lorsqu'on a une activité de location meublée, rappelez-vous, il est indispensable d'immatriculer son activité. Lorsqu'on est des personnes seules ou un couple marié sous le régime de la communauté, vous avez la possibilité au moment de votre immatriculation de faire un choix entre le régime du micro-BIC, donc l'option fiscale du micro-BIC, ou l'option du régime réel. À l'inverse, quand vous détenez votre bien en indivision, ou alors que vous êtes marié sous le régime de la séparation, ou encore que vous détenez ce bien et que vous êtes taxé, vous ne pouvez pas opter pour le régime du micro-BIC. C'est le régime réel qui s'impose à vous. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante.
Si certains découvrent qu'ils n'ont pas la bonne option, qu'ils sont au micro alors qu'ils sont en indivision, on vous invite à régulariser immédiatement. N'oubliez pas, en tant qu'investisseur immobilier depuis juillet 2023 de mémoire, vous devez mettre à jour votre espace Mes biens immobiliers sous impôts.gouv à chaque départ de locataire, à chaque changement d'activité locative. N'oubliez pas de tenir cet espace à jour. J'en profite pour le rappeler. Et d'ailleurs, pour les loueurs, sur cet espace, on vous demande votre numéro de sirène. Donc, vous devez bien mentionner votre numéro de sirène qui correspond à celui de votre activité de location meublée. Je vais oublier de vous préciser également dans le fonctionnement, on se donne 30 minutes d'échange ensemble, une vingtaine de minutes sur la présentation des changements et une grosse dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Je vois quelques questions qui arrivent, on va essayer, parfois j'arrive à les prendre au fur et à mesure, mais sinon en fin de présentation, dans l'onglet questions, je répondrai à celles qui sont donc mentionnées. Je reprends donc la présentation. Je vous ai donc précisé qu'on a une loi du mois de novembre, appelée vulgairement la loi anti-Airbnb, qui est venue modifier les seuils donc concernant le loueur en meublé, les seuils du micro. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans la plupart des cas, vous avez le choix entre le régime du micro et le régime réel. Avant la loi de finances 2024, dès lors que vous aviez une activité de location meublée, d'habitation ou location meublée saisonnière, vous étiez au régime du micro de plein droit si votre seuil de chiffre d'affaires était inférieur à 77 700 et vous profitiez d'un abattement de 50% sur vos revenus locatifs. Et si vous étiez en meublé classé de tourisme, eh bien là, votre seuil était à 188 700 et vous profitiez d'un abattement de 71%. Je rappelle que c'est donc le régime qui s'applique, sauf si évidemment vous optez pour le régime réel. Le régime réel, on va en rappeler les bénéfices tout à l'heure, mais vous pouvez bien en profiter dès le premier euro. Et bien désormais, pour les revenus à compter de janvier 2025, depuis l'intégration et la modification de l'article 50-0 du Code général des impôts, donc du 21 novembre 2024, et bien lorsque vous avez une activité de location meublée saisonnière qui n'est pas un meublé de tourisme classé, vous êtes limité à 15 000 € pour pouvoir prétendre à l'option du régime du micro. L'option du régime du micro, c'est un abattement désormais de 30% sur vos revenus locatifs. Toutefois, si vous faites une activité de location meublée destinée à l'habitation et une location meublée saisonnière, dans ce cas, le seuil est quant à lui à 77 700 et vous avez toujours un abattement de 50%. Ce qui a donc changé avec cette nouvelle loi, c'est un abattement plus faible pour la location meublée saisonnière de 30% non classés et la fin des 71% pour les meublés tourisme, avec aussi un abaissement sur cette partie. On voit bien que la location meublée destinée à l'habitation, quant à elle, les seuils n'ont pas changé. Je parle bien des seuils qui concernent le régime du micro, donc c'est vraiment le plafond. Alors, pour certains, ils pensent que c'est une limite, ça veut donc dire qu'on ne pourrait pas faire plus. Évidemment que vous pouvez louer bien plus et générer bien plus de 15 000 €, c'est juste qu'au-delà de ces seuils, vous êtes obligatoirement au régime réel. Mais le régime réel, c'est pas une sanction, il ne faut pas le vivre comme ça en tant que loueur, c'est même une opportunité, puisque dans la plupart des cas, vous allez avoir des revenus beaucoup moins fiscalisés, avec notamment et grâce surtout à la possibilité d'amortir son bien immobilier. Et c'est ce que je vais vous transmettre dans cet exemple. Imaginez que vous déteniez un bien que vous auriez acheté 240 000 €, que ce bien a une valeur aujourd'hui à 340 000, que vous démarrez votre activité de location meublée au régime réel et que vous vous immatriculez, que vous apportez à l'actif à ce jour, on va bien partir sur un amortissement de 340 000 €. Ça veut donc dire que si vous avez des revenus locatifs de 1 200 € par mois, qui représentent dans cet exemple 14 400 € à l'année,
eh bien, vous ne payez pas d'impôt sur vos revenus locatifs, même si vous n'avez pas de prêt et même si vous n'avez pas de travaux, puisque votre amortissement de votre immeuble et d'immobilier représente 14 700 €. Ce qui est donc vraiment important pour vous. Ce n'est pas une sanction, le régime réel, c'est vraiment une opportunité. Je pense que ça va vous inviter en tant que loueur à vous poser les bonnes questions sur les bonnes options fiscales. Et donc, toujours dans cet exemple, eh bien, on projette une économie d'impôt de 34 980 € sur 10 ans. C'est quand même pas neutre. Si vous avez des doutes sur l'option fiscale pour toutes les personnes qui sont au régime du micro-BIC, je vous invite à utiliser nos simulateurs qui sont en ligne et je pense que Julie qui participe dans le chat va pouvoir vous mettre le lien ou de la même manière prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers pour étudier votre situation personnelle et le changement d'option du micro vers le régime réel. C'était une petite parenthèse, mais c'est important en tout cas de rappeler le cadre, ça me semble nécessaire. Maintenant, parlons de la loi de finances 2025 et de son calendrier. Alors, il y a eu beaucoup, c'est une situation inédite concernant la loi de finances. En tout cas, elle a été adoptée le 5 février. Depuis, il y a une saisine du Conseil constitutionnel, notamment par 60 députés pour pouvoir s'assurer déjà, en tout cas, que la loi elle est bien conforme à la Constitution et aussi parce qu'ils ont soulevé quelques points qui concernent la TVA. Sachez que le Conseil constitutionnel va rendre son avis alors sous 3-4 jours maintenant, puisque la saisine a eu lieu jeudi dernier, ils ont jusqu'à 8 jours pour se positionner. Et ensuite, on va avoir la promulgation de la loi qui va intervenir entre le 15 et le 17 février. Ce sont des délais estimatifs. Cette loi de finances, elle traite 3 sujets pour nous, loueurs en meublé. C'est l'intégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, la suppression de la réduction d'impôt via le centre de gestion agréé et la TVA. C'est ce qu'on va aborder donc ensemble. Concernant la plus-value, eh bien, c'est tout simplement des nouvelles modalités de calcul qui s'appliquent depuis l'adoption de l'article 24. Que dit cet article? Eh bien, il disait tout simplement que désormais, dans le cadre d'une vente immobilière, on parle bien de vente immobilière, on réintègre dans le calcul les amortissements qui ont été pratiqués. On parle bien des amortissements dans la limite de l'article 39C. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement ceux qui nous ont permis de seulement ceux qui ont été traités dans le bilan comptable et qui ont contribué finalement à avoir un résultat anéanti ou en tout cas amenuire la fiscalité. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis d'ailleurs, on va le voir dans un exemple, les amortissements, et vous savez qu'on a des durées qui sont différentes en fonction des composants. Et donc, on n'amortit jamais un immeuble en 20 ans, puisque le gros œuvre, par exemple, eh bien, on le conseille de l'amortir sur 50 ans, par exemple. Donc, seulement ces amortissements-là vont être réintégrés dans le calcul de la plus-value. Aujourd'hui, on attend quelques commentaires pour avoir plus de certitude dans ce qu'on vous annonce. En tout cas, c'est ce titre-ci qui a été, ce texte-ci, pardon, qui a été adopté. Aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause de l'abattement pour durée de détention. Ça veut donc dire que plus on va détenir son bien longtemps, moins la réintégration des amortissements a un impact, puisque vous le savez qu'au bout de 30 ans de détention, nous ne payons plus d'impôts sur la plus-value et de cotisations sociales. Alors, plus précisément, à partir de 23e année, on n'a plus d'impôts sur la plus-value et à partir de 30 ans, nous ne payons plus de prélèvements sociaux sur la dite plus-value. Dans cet article, il y a une exception pour les résidences de service, les résidences étudiantes, seniors et les EHPAD, pour lesquelles il y a une vraie volonté du gouvernement de soutenir la production de ce type de biens immobiliers, donc ils sortent de ce champ. Je dirais que la résidence de service est déjà de toute façon un modèle à part entière complètement qui sort de plein de dispositifs. D'abord parce qu'on est dans des régimes de TVA, on reste sous le régime du LMNP et aujourd'hui, il y a un argument supplémentaire, c'est qu'au moment d'une vente, il n'y a pas de réintégration des amortissements.
Je précise que ce sujet de réintégration des amortissements, je l'ai déjà souligné dans le cadre d'une vente, hein, je vous précise que c'est dans le cadre d'une vente. Cela veut donc dire que lors d'une cession à titre onéreux, c'est intégré, mais dans le cadre d'une mutation à titre gratuit ou une cessation d'activité de l'OR en meublé, on n'a donc pas de réintégration des amortissements. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, dans vos stratégies, si vous envisagez de transmettre ou autre, enfin, si vous vous posez des questions sur des biens immobiliers, eh bien, peut-être qu'il sera plus opportun de transmettre à vos enfants un bien que vous détenez en location meublée plutôt qu'un bien en location vide pour le motif qu'on vient d'évoquer à l'instant. Je soulignerai aussi que si certains loueurs pensent échapper à ces abattements avec le régime du micro-BIC, je vous rappelle que dans l'article 50-0 du Code général des impôts, il précise bien que les abattements dans le cadre du régime du micro sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon un mode linéaire. Ça veut donc dire qu'avec votre notaire au moment de la vente, vous allez donc réintégrer des amortissements dans le calcul. On n'échappera pas à cette spécificité au régime du micro-BIC. Je l'ai déjà vu dans des commentaires, donc c'est la raison pour laquelle je le souligne ici. Allez, un exemple maintenant pour comprendre très rapidement. J'ai acheté un bien à 240 000 € en LMNP. Je le revends 360 000 €. J'ai donc fait une plus-value de 120 000 €. Vous savez aujourd'hui que si je suis sous le régime de la location vide ou si c'est une résidence secondaire, sur le régime de la location vide, pardon, je vais réintégrer dans ma base d'achat un forfait pour les frais de notaire. Je ne vais pas intégrer de forfait de travaux puisqu'en principe, mes forfaits de travaux, je vais les diminuer de mes revenus locatifs. Donc, on ne peut jamais imputer deux fois. Ça veut donc dire que je vais avoir une base de calcul pour ma plus-value ici de 101 999 € dans cet exemple. En LMNP, dès que la loi va donc être promulguée, eh bien, je vais donc réintégrer les amortissements déduits. Dans cet exemple, sur un bien de 240 000 €, au bout de 20 ans, j'aurai amorti à peu près 60% de la valeur de mon bien. Je vais donc réintégrer 147 200 €. J'ai alors une base de calcul plus importante en location meublée et donc ma base sera 267 200 €. La différence, c'est qu'en location vide, je vais payer un impôt à 16 592 €, alors qu'en location meublée, dans mon exemple, je paierai 43 465 €, soit pratiquement 27 000 € d'imposition supplémentaire. Toutefois, il faut le mettre en perspective avec les revenus locatifs perçus pendant ces 20 ans non fiscalisés. Parce qu'en location vide, eh bien, en calculant la fiscalité sur ces revenus locatifs, j'aurais payé 95 000 € d'impôts sur mes revenus locatifs. Donc, si je compare le poids de ma fiscalité sur cet investissement locatif, en location vide, au total, ça va me coûter à peu près 110 000 €. Alors qu'en location meublée, ça va me coûter 43 000 €. Au bout du bout, c'est presque 70 000 € d'impôts économisés en location meublée. Cet exemple, il est important, notamment pour relativiser l'impact de la réintégration face à l'économie d'impôts qu'on a pu faire en période de détention. Finalement, la réintégration de cet amortissement, c'est un impôt différé, mais moins important que si on devait le payer pendant la durée de détention. Et je rappelle que pendant la durée de détention, c'est souvent difficile de supporter ces frais plus l'imposition qui va avec. Je poursuis cet exemple sur une vente à 30 ans. Donc, j'ai majoré le prix de vente à 400 000 €, donc une plus-value plus importante. Au bout de 30 ans, on voit que j'ai passé 168 800 € d'amortissement. Je n'ai toujours pas amorti la totalité de mon bien, notamment à cause du gros œuvre. J'ai eu des revenus locatifs beaucoup plus importants. J'ai rajouté 10 années de revenus locatifs. Eh bien, le poids de ma fiscalité
sera de 142 000 € sur mes revenus locatifs en location vide, alors qu'en location meublée, je n'en paierai pas. Et comme je suis au terme des 30 ans, je n'ai pas d'impôt sur la plus-value aujourd'hui dans le contexte avec lequel je vous parle. Donc, voilà un exemple qui met en lumière en fait toujours l'intérêt de la location meublée. Alors, évidemment, je le donne sous un prisme fiscal. Hein. Je rappelle toujours que la location meublée, elle n'a pas qu'un intérêt fiscal. Elle a un intérêt pour vous en tant que propriétaire, notamment de vous apporter plus de confort dans votre gestion locative. Et l'argument prioritaire que vous devriez tous retenir, c'est cette capacité pour les baux d'habitation à pouvoir résilier votre contrat tous les ans, à avoir 2 mois de dépôt de garantie. Ça, c'est une garantie peut-être beaucoup plus importante finalement que la fiscalité. Et puis pour tous ceux qui font de la location saisonnière, eh bien c'est aussi la possibilité d'avoir cette liberté dans l'exploitation et la liberté de cesser à tout moment qu'on ne retrouvera pas en location vide. Je vous rappelle qu'en location vide, vous vous engagez à minima pour 3 ans et si vous détenez votre bien via une société civile immobilière qui ne serait pas une société familiale, eh bien votre contrat de location en tant que propriétaire, vous vous engagez à le louer pour au moins 6 ans. Ce qui vous contraint, hein, puisque vous savez que vous ne pouvez pas résilier votre contrat de location comme vous le souhaitez, sauf pour vente, sauf pour un motif légitime et sérieux. Hein. Donc, c'est quand même un point important à prendre en compte, l'intérêt de la location meublée dans sa généralité et non que le point fiscal qu'on met souvent en avant dans nos comparaisons. Deuxième point, pour les propriétaires donc, qui optent pour le régime réel, jusqu'en 2024, on les incitait à adhérer à un centre de gestion agréé pour qu'ils puissent se faire rembourser les honoraires et le coût de l'adhésion en réduction d'impôt à hauteur des 2/3. Eh bien, la loi de finances 2025 a tout simplement supprimé l'article 199 quater B du Code général des impôts. Donc, dès la promulgation de la loi, il y aura la suppression de cette réduction d'impôt. Donc, dès 2025, vous n'avez plus d'intérêt à adhérer à un centre de gestion agréé. Et le troisième point, qui est un point aussi qui suscite beaucoup de débats, qui concerne la location saisonnière. Je redonne un petit peu de contexte. Lorsqu'on fait de la location saisonnière, enfin de la location meublée, hein, en principe, on est exonéré de TVA. Toutefois, il y a des cas où on a de la TVA, notamment dans des résidences de services, et également sur des locations meublées de tourisme, si elles sont assorties d'au moins 3 des 4 services que vous allez retrouver ci-après. Et la deuxième condition aussi, c'est que la durée de vos séjours doit être inférieure à 30 jours. Donc, si vos séjours sont inférieurs à 30 jours et que vous proposez 3 des 4 services, à savoir l'accueil, le linge de maison, le nettoyage régulier ou le petit déjeuner, 3 parmi les 4, eh bien, vous rentrez dans une activité assujettie à TVA. Concernant l'accueil, il peut se faire de manière électronique ou à distance. Concernant le linge de maison et le nettoyage régulier des locaux, il doit être fourni à l'entrée dans le logement, donc au début de votre séjour, et proposé de manière hebdomadaire pendant le séjour. Lorsque votre séjour est inférieur à une semaine, la condition de fourniture de service est réputée réalisée, satisfaite, lorsque le nettoyage et la fourniture du linge de maison sont effectués avant le début des séjours. Concernant le petit déjeuner, vous pouvez le proposer dans les locaux, donc dans le logement ou dans un local commun, mais vous pouvez également proposer via un service en ligne avec un service de fourniture de petit déjeuner à la boulangerie, à proximité, des services de Uber Eats par exemple. Eh bien, ça vous rentre dans le champ d'assujettissement à la TVA. Donc, ces points sont importants puisqu'à partir du moment où vous faites de la location de tourisme, et surtout, je pense aux locations type Airbnb, dès lors que vous allez fournir le linge de maison, bien l'accueil, le nettoyage et le linge de maison, vous allez vous retrouver assujetti à TVA. Mais, finalement, c'est presque une option pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la possibilité de s'affranchir de la TVA, et on appelle ça la franchise en base, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 85 000 €. C'est ce que mentionnaient les textes et le décret qui est rentré d'ailleurs en application fin d'année. C'est les seuils à partir du 1er janvier 2025.
Toutefois, la loi de finances 2025 a abaissé ces seuils à 25 000 euros. Mais j'imagine que vous avez dû, vous aussi, avoir écho que le gouvernement a lancé un communiqué de presse avec une volonté de supprimer cet abaissement de seuil. Donc, malgré le vote de la loi qui va tenir compte de ce seuil à 25 000 euros, nous pourrions avoir un commentaire dans le BOFIP qui pourrait dire que nous ne prendrons pas en compte ce nouveau seuil à 25 000 euros. De la même manière qu'on pourrait avoir un projet de loi rectificatif qui inviterait à supprimer cette condition. En tout cas, si on n'a pas de projet de loi rectificatif, dans le prochain PLF 2026, ce sujet reviendra à l'ordre du jour. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire qui se répète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, nous avons déjà eu des décisions qui ont été actées et pour lesquelles Bercy est venu faire des commentaires en disant ne les appliquez pas. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire à date. Évidemment qu'on attend des commentaires pour pouvoir vous apporter peut-être encore plus de visibilité. Peut-être qu'on aura des détails à vous partager. En tout cas, voilà les 3 points clés que vous devez retenir sur cette loi de finances 2025 pour vous, loi renouvelée. Concernant les mesures non retenues, on vous avait parlé il y a quelque temps d'une volonté d'avoir un abattement de 50% pour le régime du microfoncier, quand bien même le gouvernement et l'Assemblée nationale l'avaient retenu. Dans la version définitive, nous n'avons pas retrouvé ces textes. Aussi, l'impôt sur la fortune immobilière reste en l'état, tout comme la flat tax qui reste à 30% et qui ne sera donc pas majorée. Voilà la synthèse de ce projet de loi de finances. Maintenant, on va laisser place aux questions. Je prends note. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'ai vu beaucoup de commentaires. Je suis navrée. Habituellement, j'arrive à les prendre, mais là, vous êtes tellement nombreux que je n'ai pas pu tout regarder. Donc, Olga dit la nouvelle loi a modifié le principe d'exonération totale d'impôt en cas de vente pour un achat d'une résidence principale. Je signerai la vente finalement à partir du 17 février. Alors, on n'est pas venu modifier les conditions d'exonération pour une vente de résidence principale. On est venu juste modifier le calcul de la plus-value dans le cadre d'une activité de location meublée. Si au sein de votre résidence principale, vous réalisez une activité de location meublée, la question se posera, est-ce que cette activité se fait véritablement dans votre résidence principale? Ou alors, vous avez, au sein de ce que vous appelez une résidence principale, créé un autre logement à côté. Et auquel cas, là, il y a une ventilation dans le calcul de la plus-value, évidemment. Steve, l'intégration des amortissements s'applique pour tous les types de location meublée ou uniquement sur la location touristique? Steve, ça va s'appliquer sur toutes les locations meublées, à l'exception des résidences de service qu'on a évoquées, les résidences de service seniors, étudiants, EHPAD. Les résidences de service en location de tourisme seront concernées par cette réforme. Pour un compromis signé avant la promulgation de la loi concernant la réintégration, eh bien, Lisa, il y a forte chance que s'appliquera la fiscalité au jour de la transaction et avec la loi qui s'applique. Donc, normalement, votre vente sera considérée. Alors, sauf si on voit dans les commentaires, je ne sais pas moi, un délai d'application qui serait reporté de quelques mois. Bonjour, la TVA sur les locations saisonnières est-elle due sur les services proposés ou sur le loyer également? Alors, ce sera dû sur les services et le loyer. Dans l'exemple, comment avoir 0 € d'impôt sur le revenu sur 30 ans avec 430 000 € de loyer pour seulement 168 000 € d'amortissement? Dans l'exemple qu'on a pris, en fait, tout simplement, on avait déjà 45 000 € d'intérêt d'emprunt qui étaient à réintégrer, les amortissements, puis les charges en tant que propriétaire. C'est un exemple qu'on a véritablement tiré jusqu'au bout pour voir l'impact. Je noterai que dans cet exemple, je n'ai pas appliqué d'augmentation de loyer sur les 30 ans. Je suis partie sur un loyer initial que j'ai projeté sur 30 ans. Georges, la réintégration des amortissements concerne-t-elle les résidences affaires? Oui, Georges, en principe, les résidences affaires seront également concernées. Edith, j'ai arrêté le LMNP en janvier. Est-ce que la loi s'applique? Si vous avez fait
une cessation d'activité est dite, on est parti du postulat que nous ne sommes pas concernés par la réintégration des amortissements. Rappelez-vous, la réintégration des amortissements, c'est uniquement en cas de vente. Étienne, en général, combien d'euros est amorti chaque année? Pouvons-nous avoir un exemple d'amortissement sur un an pour comprendre comment ça marche? Alors, on a des exemples en ligne, Étienne, on a un simulateur en ligne, mais en principe, ça va dépendre du rendement locatif, mais j'ai plutôt tendance à dire qu'on est entre 40 et 60% des revenus locatifs, sauf sur le neuf, où on a l'amortissement qui gomme souvent 100% des revenus locatifs. Cédric, est-ce que c'est rétroactif pour le centre de gestion agréé? Le centre de gestion agréé, l'article étant censé être supprimé donc dès la promulgation de la loi, ça veut donc dire que pour 2025, l'adhésion 2025 qui vous aurait permis une réduction d'impôt en 2026 devrait être supprimée. En revanche, pour 2024, vous avez adhéré, vous avez bien eu une réduction d'impôt, elle s'appliquera bien pour votre déclaration d'impôt 2025. Est-il judicieux d'arrêter la location meublée un an avant la vente pour éviter la réintégration d'amortissement? Alors Yannick, je pense que vous êtes tous à vous poser cette question. Moi, je vous répondrai que vous devez avoir un intérêt économique autre que fiscal. Sinon, vous pouvez tomber dans l'abus de droit. Rappelez-vous que sachez surtout que 50% des contrôles fiscaux initiés par l'administration fiscale émanent de l'IA aujourd'hui. Ça veut donc dire que vous allez d'un côté indiquer une fin d'activité de LMNP. Vous avez un numéro de tiret, vous clôturez votre activité. Donc l'administration fiscale, elle est alertée. Concomitamment, vous avez une vente qui va intervenir. Admettons qu'elle intervienne dans les délais des 12 mois. On n'est pas à l'abri que l'administration fiscale cherche à avoir des cohérences et vous sollicite pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les 12 mois. Si vous avez un motif qui est justifié, il n'y a aucune difficulté. Si vous n'en avez pas, ça va être plus simple. Grégory, si je réaménage dans un LMNP en tant que résidence principale, puis que je revends après, sans volonté, alors la question est passée, sans volonté d'abus de droit, les amortissements seront-ils réintégrés? Et en principe, non, Grégory, puisque vous allez clôturer votre activité. Donc, à partir du moment où vous clôturez votre activité, vous allez vendre, et le jour où vous vendrez, ce sera votre résidence principale, vous ne devriez pas être concerné. S'il n'y a plus de réduction d'impôt concernant le centre de gestion agréé, a-t-on un intérêt? Alors, le seul petit intérêt que vous pourriez y voir, c'est de se dire que c'est vrai qu'avec une adhésion à un centre de gestion agréé, on évite un contrôle fiscal. On pense éviter davantage le contrôle fiscal, puisque votre activité elle est contrôlée par le centre de gestion agréé. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autre intérêt. Donc, il y a de fortes chances qu'effectivement, tous nos loueurs n'aient plus d'intérêt d'adhérer au centre de gestion agréé. Lorsque les amortissements sont calculés sur l'usufruit, y a-t-il une plus-value des amortissements pour les nus propriétaires? Non, Catherine. Quand on est sur un usufruit, en fait, on n'est pas concerné puisque vous avez déjà transmis la NUPRO. Donc, quand vous allez cesser votre activité, vous n'allez pas être, en tout cas, quand l'usufruit va tomber, eh bien, les nus propriétaires ne seront pas concernés. Si j'arrête mon activité LMNP pour habiter, j'ai déjà répondu. Les plus-values amorties avant la loi de finances sont-elles concernées? Jean-Marc, je suis désolée, je n'ai pas compris votre question. Lors de la revente, la réintégration concernera seulement les amortissements à compter de 2025 ou ceux déjà réalisés les années passées. Caputine, on prendra l'intégralité des amortissements, pas uniquement ceux mis en place à partir de 2025. Je vois, alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce vrai que si l'on repasse en location une résidence principale, les amortissements réintégrés les années passées ne seront plus pris en compte? Bien, j'ai déjà répondu. C'est souvent les mêmes questions. En cas de multidétention de biens, est-il possible d'arrêter l'activité d'un seul pour échapper à l'imposition sur la plus-value lors d'une vente? Je veux dire, j'ai déjà répondu en fait. À partir du moment où il faut se poser la question, quel est mon intérêt d'arrêter? Si votre intérêt est d'arrêter uniquement pour échapper à l'impôt, vous tombez dans l'abus de droit. Si l'administration qualifie en abus de droit, attention, les pénalités, c'est 80%. Donc, si vous majorez votre imposition de 80%, je pense que le risque, il est trop important et ça va sans doute vous dissuader.
On ne réintègre ce qu'on a amorti, oui, c'est là, uniquement ce qui a été amorti. Si nous avons loué à des étudiants, cela s'applique-t-il? Yannick, on parle des résidences de service. On ne parle pas de la location meublée destinée à l'étudiant. Vous savez, le bail classique, hein. C'est vraiment les résidences de service. Une résidence de service, c'est avec un gestionnaire exploitant et une prise à bail entre le gestionnaire exploitant et vous. Donc, ceux qui sont résidences de service s'y retrouvent. Enfin, voient de quoi je veux parler. Quel est l'intérêt d'amortir si on en est résident fiscal dans l'UE avec une convention fiscale, sachant que les impôts payés dans le pays de résidence sur le loyer ne prennent pas en compte les amortissements? Alors Philippe, il faut regarder votre convention. Attention, alors les réponses sont dans la convention, mais sachez que les revenus perçus sur le territoire sont à déclarer. Vous avez une activité qui est à déclarer. Et si vous n'amortissez pas, vous allez avoir une imposition qui va se faire de facto en France et qui vous générera ensuite un crédit d'impôt par ailleurs. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes aujourd'hui, mais il est fort probable que vous êtes bien dans un revenu BIC, hein, donc il est probable que ce soit votre résultat que vous devez reporter et non vos loyers. Y a-t-il un amendement à la loi? Ne sont pas concernés les biens loués après le 1er octobre 2024? Edith, non. Je sais que c'était des sujets qu'on vous a partagés à l'époque, puisque c'était notamment Véronique Louvari qui était une des députées qui soutenait cette volonté-là, en fait, de ne concerner que les biens à compter du 1er octobre 2024, mais ça n'a pas été repris dans la rédaction. Antoine, peut-on clôturer notre activité au 31 décembre 2024 et donc éviter la réintégration des amortissements lors d'une vente future? Antoine, on a répondu aussi, hein, tout dépend de l'objectif que tu as derrière. Bon, eh bien écoutez, moi je pense avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. J'en vois une. Qu'en est-il pour le LMP? Le LMP n'est pas concerné. Le LMP, on est déjà sur un traitement fiscal différent. Rappelez-vous, quand on est loueur au meublé professionnel, on a d'ailleurs des conditions d'exonération sur la plus-value à partir de 5 ans de reconnaissance de loueur au meublé professionnel et un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 €. Mais donc, on est sur un traitement de plus-value professionnelle, alors qu'ici, on est en LMNP sur un traitement de plus-value des particuliers. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, si vous voulez continuer de suivre cette actualité, eh bien, suivez-moi sur LinkedIn, on publie régulièrement. Si vous n'êtes pas encore client, vous vous posez des questions entre le régime du micro et le régime réel et que vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à solliciter nos équipes. On a aujourd'hui une quinzaine de conseillers en fiscalité qui sont en capacité de répondre à vos interrogations et vous proposer notre accompagnement. Et puis pour nos partenaires, eh bien écoutez, je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn. Je vous remercie encore une fois pour cette participation. Vous avez été très nombreux. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous à très bientôt.